T'as vu là les accélérateurs de particules? C'est un truc de fou, hein? C'est moi, je crois pas à ces histoires de particules. Oserais-tu contester nos particules? Oh, c'est toujours mieux que de comparer nos testicules. Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à nouveau à 56 Jox et on voit comment fonctionnent les accélérateurs de particules. Bon, je sais, d'habitude, je réponds pas deux fois à un même commentaire. Mais là, pour une fois, je me suis dit... On s'en balance. Eh bien, un accélérateur de particules, ça sert à accélérer des particules. Merci. Et pour accélérer les particules, il faut déjà qu'on soit en présence de particules chargées, voire même d'un ion. Il faut obligatoirement qu'il ait une charge électrique, parce qu'on va le mettre en présence de ce qu'on appelle un champ électrique. La première chose à savoir, c'est que toute particule chargée va générer autour d'elle un champ électrique. Ce champ électrique peut donc appliquer des forces électriques à d'autres particules chargées. Et forcément, si on accumule des particules chargées au même endroit, on va donc augmenter le champ électrique et de fait, les forces dues à ce champ. Et je vais même vous dire qu'on n'en a jamais parlé du champ électrique. Mais par contre, des accumulations de particules chargées, ça on l'a déjà vu sur cette chaîne. Et oui, si on utilise des électrons comme particules chargées, on comprend vite qu'en fait, on va parler d'électricité. Et on a déjà parlé plusieurs fois du concept de la différence de potentiel, de la tension électrique. Imaginons qu'on applique une tension électrique entre deux plaques. Et comme je l'ai déjà expliqué sur mes vidéos sur l'électricité, on aura une plaque qui aura un potentiel positif, donc on va la noter plus, et une plaque avec un potentiel négatif qu'on va annoter moins. Mais qu'est-ce que ça veut concrètement dire ça? Eh bien tout simplement la plaque positive va être en manque d'électrons. Si on enlève des moins, elle va forcément être chargée plus. Et évidemment, celle qui a une borne négative, donc chargée moins, eh bien, il va y avoir une accumulation d'électrons, donc une accumulation de particules chargées. Et donc d'un côté, il me manque des électrons, et de l'autre côté, j'ai un cumul d'électrons. Et donc si on suit la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, il y a bien création d'un champ électrique entre les deux plaques. Donc on a dit que l'électron était une particule chargée moins, mais il existe évidemment des particules chargées plus. C'est ce qu'on appelle les protons. Eh bien, imaginons qu'on lâchait un proton entre ces deux plaques. Que se passerait-il? Eh bien, forcément, les moins attirant les plus, la plaque moins va attirer le proton vers elle. Et ça, c'est dû au champ électrique. Et intuitivement, on comprend que si on augmente la différence de potentiel, donc si on augmente la tension électrique, ça veut dire qu'on va donc mettre plus d'électrons sur la plaque moins et enlever des électrons de la plaque plus. On va donc augmenter le champ électrique. La force résultante va donc être plus importante. Le proton va donc aller plus vite. Donc l'accélération du proton va dépendre de la valeur de la tension électrique qu'on va mettre entre les deux plaques. Mais oui, c'est clair. Donc là, on vient déjà de voir le principe de l'accélération de particules. Notre proton a bien été accéléré. C'est donc le principe de base qui va être utilisé dans tous les accélérateurs de particules. Mais maintenant qu'on a vu la théorie, voyons un peu en pratique comment ça se passe. On va commencer par les accélérateurs de particules qui sont plus simples au niveau conception. Alors plus simple, là je mets des guillemets quand même, parce que c'est pas si facile que ça. Voyons donc comment marche un accélérateur linéaire. Bon, la première chose à savoir, c'est que dans un accélérateur de particules, là on est sur le linéaire, mais sur tous les autres ça sera pareil, et ben on va mettre le vide à l'intérieur. Le but c'est d'accélérer les particules. Donc si on ne faisait pas le vide, on aurait de l'air à l'intérieur par exemple. Et donc principalement des molécules de diazote et de dioxygène. Comment accélérer une particule si dès qu'elle croise un atome, elle tape dedans et ça le ralentit? Donc c'est pour ça, on fait le vide, on est sûr qu'il n'y aura pas d'interaction avec la matière. Notre particule pourra donc être accélérée. Bah là, il reste plus qu'à faire un seul truc, appliquer une tension électrique au sein de notre accélérateur. On met un potentiel positif en début de l'accélérateur de particules, un potentiel négatif en fin de l'accélérateur de particules. On met à l'entrée une particule chargée et forcément, elle va être accélérée due aux forces du champ électrique. La particule sera donc chargée positivement, sinon il faudrait inverser les potentiels. Mais je suppose que vous aviez compris. Et ça y est, on a un accélérateur linéaire. Le problème avec cette méthode, c'est que notre accélérateur, il va être tout petit. Et oui, parce que plus notre accélérateur va être long, plus on va écarter les électrodes. En effet, plus on va écarter les électrodes, et moins le champ électrique va avoir d'effet. Il va donc falloir trouver une autre solution si on veut un accélérateur de particules plus long. C'est tout trouvé. On va mettre des tensions les unes à côté des autres. Et comme ça, on va réussir à accélérer notre particule sur une forte longueur. Non, parce que dans ce montage, il y a une douille. Le fait de mettre à la chaîne plusieurs tensions, on va effectivement, au niveau de la première tension, avoir un plus et un moins. Mais entre la première tension et la deuxième, il y aura donc un moins et un plus, parce qu'on aura la deuxième tension qui fera un plus et un moins.
Donc en fait, on va avoir des enchaînements de plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. Grâce à la première tension, à la première différence de potentiel, on va effectivement accélérer notre particule. Mais une fois qu'on est allé du plus au moins, on aura donc une différence de potentiel du moins au plus. On va donc ralentir notre particule. Et ça nous intéresse pas. En fait, on ferait des successions de accélération, ralentissement, accélération, ralentissement, accélération, ralentissement. Et nous, on voudrait que ça s'accélère en continu. Il va donc falloir trouver une solution pour pallier à ce problème. Et s'il y avait un moyen d'éviter le ralentissement des particules quand on est entre la différence de potentiel entre le moins et le plus. C'est tout trouvé. On met un tube isolant au niveau de cette portion. On va avoir une accélération, on reste à vitesse constante, une accélération, vitesse constante, une accélération, et donc on va avoir des accélérations successives. On a donc enfin un accélérateur linéaire qui est viable. On va donc pouvoir accélérer des particules. C'est viable! Mais si on veut atteindre des grandes vitesses, ça va être compliqué. Pourquoi je dis ça? On l'a dit en début de vidéo. Si je veux une plus grande accélération, il me faut une plus grande tension. Sauf que là, on est en continu. Et le continu, ça a ses limites. Il existe ce qu'on appelle une tension de claquage. Qu'est-ce que ça veut dire une tension de claquage? On va reprendre notre système avec deux plaques, une plus, une moins. On va donc augmenter le nombre d'électrons sur la plaque négative et on va d'autant enlever d'électrons sur la plaque positive, de telle façon à ce que la différence de potentiel, donc la tension, soit augmentée. À un moment, la tension va devenir tellement élevée, le champ électrique va devenir tellement important que les électrons vont donc passer de la plaque moins vers la plaque plus. C'est à cause de la puissance du champ électrique qu'on va créer à cause du niveau de tension trop élevé. Mais le problème, c'est qu'une fois que les électrons passent, il n'y a plus de champ électrique. On peut donc plus accélérer de particules. Et donc, est-ce qu'on a les mêmes problèmes en alternatif? On va dire non. C'est-à-dire qu'en alternatif, en tout cas, on va pouvoir aller à de très fortes tensions sans avoir ce problème. Donc on reprend notre accélérateur linéaire, mais là on va y appliquer une tension alternative. Le problème, c'est que la tension alternative, c'est dit dans le nom, elle est alternative. Un coup positif, un coup négatif. Un coup positif, un coup négatif. Donc mon champ électrique va être un coup dans un sens, puis un coup dans l'autre, puis un coup dans un sens, puis un coup dans l'autre. Je pense qu'on a toute cette possibilité physiologique. Et donc en soi, on arriverait au même problème que tout à l'heure. C'est-à-dire que si on mettait une tension alternative entre mes deux plaques pour pouvoir accélérer ma particule, et bien donc quand le champ serait positif, elle accélérerait, puis quand le champ serait négatif, ralentirait. Puis accélérerait, puis ralentirait, puis accélérerait, puis ralentirait. Vous comprenez bien que, une fois de plus, ce n'est pas viable. C'est assez simple, on va prendre le même système que tout à l'heure avec des tunnels isolants. Et donc on va considérer que l'accélération de la particule se produit lorsque la tension est positive. Ça veut dire qu'il faudrait que cette particule passe dans les tunnels isolants au moment où la tension est négative. L'avantage, c'est que la tension alternative qu'on va appliquer va avoir une fréquence fixe. Ça veut dire que le changement de signe de tension et donc de sens de champ électrique arrive dans un temps régulier. Si les tubes isolants sont tous de la même longueur et que la particule est accélérée au fur et à mesure, on voit bien qu'elle va donc parcourir plus de distance dans un même temps, ce qui veut dire qu'elle va sortir du tube avant le changement de champ électrique. Et donc elle serait un peu ralentie. La solution est donc, plus on va loin dans l'accélérateur linéaire, et plus les tubes isolants vont être longs, de telle façon à ce que la particule ne soit en présence que d'un champ électrique qui va dans le même sens. Et c'est là qu'on voit les contraintes qu'on peut avoir avec un accélérateur linéaire. Car on va voir tout à l'heure pour les autres types d'accélérateurs, les vitesses des particules peuvent atteindre des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Et si on voulait monter la vitesse des particules dans un accélérateur linéaire à la même vitesse que celles qui sont dans le LHC, notre accélérateur linéaire devrait faire 300 km de long. Donc là, vous allez peut-être penser qu'un accélérateur linéaire, ça sert pas à grand chose. Eh bien, la réponse est non. Car les accélérateurs linéaires sauvent des vies. Et oui, car on les utilise principalement pour la médecine. Il y a d'autres applications, mais on va s'attarder juste sur la médecine pour que vous compreniez. Vous avez certainement fait une radio, voire même peut-être un scanner. Et vous avez peut-être déjà entendu que quand on fait ces imageries médicales, eh bien, on nous bombarde de photons X, de rayons X. Photons X créés par l'accélération des électrons. Électrons accélérés par un accélérateur linéaire. Et ça va même plus loin. Vous avez certainement entendu parler de la radiothérapie lorsqu'on a un cancer. Vous savez, on bombarde de rayonnement les cellules cancéreuses. Même principe, elles sont accélérées, toujours avec un accélérateur linéaire. Mais donc, si on veut accélérer encore plus vite nos particules, il faut trouver une autre technologie. On va donc voir maintenant ce qu'on appelle le cyclotron. Déjà, si on peut pas aller tout droit par les contraintes qu'on a dit tout à l'heure, on va tourner en rond, en spirale même pour être précis. Déjà, le principe de base reste le même, un champ électrique qui va accélérer notre particule. Mais comment on va faire pour dévier notre particule pour lui donner une trajectoire courbe? Tout simplement, la particule est chargée électriquement.
Et on a déjà vu les corrélations entre l'électricité et le magnétisme sur cette chaîne. Hein. Je vous rappelle les équations de Maxwell qu'on a vues dans la vidéo que je vous mets en description. Et donc, un champ magnétique fait dévier des particules chargées. Donc, en appliquant un champ magnétique à notre cyclotron, eh ben, on va pouvoir dévier nos particules. Donc, maintenant qu'on a vu les principes de base, voyons un peu comment ça fonctionne. Bon, en gros, déjà, le cyclotron, c'est deux demi-camemberts. Si on regarde le demi-camembert de droite, on voit qu'il a une forme de D, de la lettre D. Si on regarde celui de gauche, bah, c'est un D inversé. C'est pour ça qu'on va les appeler des D. Mais à l'intérieur des dés, bah, c'est complètement creux. Le champ électrique qu'on va appliquer, on va l'appliquer entre les deux dés. Vous voyez l'espace qu'il y a entre les deux dés, et bah, c'est là qu'il y aura notre champ électrique. Et on appliquera une tension alternative. Hein. On l'a dit tout à l'heure, fini le continu. Vu que c'est alternative, le champ va aller un coup dans un sens, puis un coup dans l'autre. Forcément, puisque la tension est un coup positif, un coup négatif. Ça, on l'a déjà dit. Et bien maintenant, mettons une particule chargée au milieu de notre système, au milieu de notre cyclotron. Bah déjà, elle va être en présence d'une tension électrique et donc d'un champ électrique. Elle va donc être accélérée et partir tout droit. Elle va rentrer donc dans le premier dé et elle va être confrontée à un champ magnétique qui va donc dévier la particule. Elle va tellement le dévier qu'elle va même lui faire un demi-tour, un 180 degrés, pour aller donc dans le sens opposé d'où elle vient. Et bien quand elle va arriver entre les deux dés, c'est pile poil le moment où la tension va s'inverser. Le champ électrique va donc être dans l'autre sens. Ça tombe bien, la particule elle aussi va dans l'autre sens. Donc elle va être de nouveau accélérée. Pour arriver dans le deuxième dé, où il y a aussi un champ magnétique qui va faire de nouveau un 180 degrés à la particule, qui va arriver entre les deux dés. Une fois de plus, la tension va s'inverser. Le champ électrique va donc s'inverser et donc ça va accélérer la particule et ainsi de suite pour arriver jusqu'à la vitesse dont on a besoin. Clairement, avec ce système, on atteint des vitesses proches de la vitesse de la lumière, hein, donc c'est pas rien. Et à quoi ça va servir? Eh bien tout simplement, on va lui mettre un noyau d'atomes en sortie de notre cyclotron et la particule qui va à des vitesses astronomiques va percuter ce noyau. Et bien encore une fois, on va souvent l'utiliser pour du médical. Mais pour faire quoi? Et bien qu'est-ce qu'on fait? On a dit qu'on envoie une particule dans le noyau d'un atome. On va donc le rendre instable. On va donc rendre l'atome radioactif. C'est donc grâce à ce système qu'on va créer les isotopes radioactifs. Vous savez, ceux qu'on avale pour pouvoir trouver les cellules cancéreuses qui sont au sein de notre corps. Donc c'est une fois de plus pour l'imagerie médicale. Mais il reste encore un type d'accélérateur de particules. Le synchrotron. Comme les deux autres accélérateurs que je vous ai présentés tout à l'heure, le principe est pas très compliqué. Pas compliqué quand je vous l'explique, hein, mais en vrai c'est très compliqué. Vous comprenez bien, hein, ça reste de la simplification scientifique. Hein. Ici on est là pour comprendre les phénomènes. Bon déjà tout à l'heure je vous ai dit que l'accélérateur linéaire il était là pour le médical, mais je vous ai dit que pas que. Effectivement pour un synchrotron en général on a un accélérateur linéaire en début pour commencer à accélérer la particule et l'introduire dans ce qu'on appelle un tore. Je suis Thor, fils d'Odin. Mais non, un tore c'est un tube circulaire. Bon vu qu'on est circulaire, et on l'a vu tout à l'heure, pour dévier une particule en forme courbe, on va avoir besoin d'un champ magnétique, donc d'aimants. On appelle ça des aimants de courbure. Et donc sur le tore, il va y avoir des aimants de courbure tout autour. Et ensuite, suivant le synchrotron, il va y avoir une ou plusieurs cavités où il va y avoir une tension électrique et donc un champ électrique qui va donc permettre d'accélérer de manière successive ma particule. On utilise ce type d'accélérateur, non pas pour la médecine, mais plus pour regarder comment fonctionne la physique fondamentale. Je dirais même plus, le modèle standard des particules. Je ne rentre pas dans le modèle standard parce que ça, il faudrait que je fasse plein de vidéos dessus. On garde ça pour plus tard. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça si vous voulez en savoir plus. Évidemment, si vous avez déjà entendu parler d'accélérateur de particules, et plus particulièrement d'un synchrotron, vous avez déjà entendu parler du LHC, qui est d'ailleurs un collisionneur, c'est-à-dire que les particules vont être accélérées pour arriver à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, mais dans les deux sens jusqu'à collisionner et on voit ce qui va résulter de cette collision. Et on va découvrir des choses qui peuvent être intéressantes. Une fois de plus, je rentre pas dans le détail, on garde ça pour des prochaines vidéos. Mais retenez que c'est grâce au LHC qu'on a pu confirmer l'existence du boson de Higgs. Mais en France, il y a un synchrotron bien à nous. Il y en a plusieurs, mais celui-là, il est quand même assez connu. C'est le synchrotron Soleil. Lui, c'est pas un collisionneur, hein, c'est un accélérateur de particules circulaires, donc un synchrotron. Et lui, il va nous servir à quoi? Eh ben, regardez les rayonnements électromagnétiques qui ont été émis lors de l'accélération des particules chargées. Je n'irai pas plus loin sur le fonctionnement du synchrotron Soleil, parce que ça mériterait une vidéo dédiée complètement. D'ailleurs, s'il y a moyen d'aller à Saclay au synchrotron Soleil, voire même au LHC pour faire des vidéos, afin de rentrer un peu plus dans le détail, moi je suis pas contre. Hein. Bien sûr, si vous voulez approfondir le sujet, je vous mets en description la vidéo du papa de la vulgarisation française, à savoir Bruce Dipensé, qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. Les deux vidéos sont complémentaires, donc ça peut vraiment être intéressant de la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur abonnement, le like qui va bien, ainsi que la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. C'était Obian qui vous dit que la science soit avec vous.
le cyclotron. Ça pue du fion.